The building that collapsed and claimed the lives of over 37 people has jolted the Minister of Housing and Planning out of her shell. Kejang Kuter's blamed administrative authorities for condoning and abetting the hazardous construction of buildings that has been a major cause of death in the nation's economic capital. Deuxième effondrement d'immeubles en l'espace de 3 jours au Cameroun, après celui de Dogbon à Douala qui a ôté la vie à une quarantaine de personnes. C'est au tour d'un autre R+4 de s'affaisser dans la ville de Ngaoundéré ce matin. Il ne reste plus que des fouilles pour extraire les victimes. Le Trésor donne la parole à un expert en bâtiment. The vice chairman of the Social Democratic Front is reassuring mourners of peaceful and hate-free burial of party chairman Ni John Frunzi next weekend in his native Babatsu village, Maizam division of the northwest region of Cameroon. Insalubrité dans les villes camerounaises face aux immondices qui enlaidissent le décor et les odeurs pestilentielles qui en découlent. Les communes de Douala veulent impliquer les populations dans le combat contre l'étalage des ordures ménagères. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Vous nous suivez sur toutes les plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net sur YouTube. Sherifa Saleh, you have the first part of the news. Thank you, Monique. After Douala last Saturday night, another building has collapsed in Cameroon. The tragedy occurred on Tuesday, July 25, 2023 in Ngaoundéré in the town in Adamawa region. It involved a 4-story building located in a place called Balaji. The collapse of the building caused widespread panic. For the moment, the material and human toll of this tragedy is unknown. More on that shall be brought to you in our subsequent newscast. And the building that collapsed and claimed the lives of over 37 people has jolted the Minister of Housing and Planning out of her shell. Keja Kutes has blamed administrative authorities for cordoning and abetting the hazardous construction of buildings that has been a major cause of death in the nation's capital, in the nation's economic capital. That she takes exception to the fact that many buildings are constructed with respect for urban norms. Going by her, only few people follow the due process and procedure of obtaining building permits. Here is an excerpt gathered by Dimorin. Also want to pay our affection. I went to the hospital to see those who are alive and happy to see that their life are safe, and want to take this opportunity to thank the governor with all his team who have been very active on the field, considering that this happened in the night. Mainly in the night, it's not easy to walk, it's not easy to act, but they did their best, and I'm happy to see that things are stabilized. And I really want to call the local authorities, now that the decentralization is in Cameroon, they should make sure that every building should have the construction permit, should make sure that every building are built in a place afforded by the document of planification. So sorry for what happened to our people in Douala. The government is with them. I was here to pay our attention, to pay our condolences to them, and to call their attention on the fact that we are together. And another building also collapsed in Douala over the weekend, but no human casualty was involved. This time, the incident occurred at Bepanda Safari. Its occupants say the heavy rains provoked the building to collapse. Ndimori. These two brothers and their older sister narrowly escaped death after their one-floor story collapsed in the early hours of Saturday. It was actually on Saturday morning, breaking Saturday around 5 o'clock. With the serious rain, we got up, we saw some changes
we thought maybe it was just a minor issue why the house was shaking. By 6 o'clock, 6:30, we went out to see what's happening. So with the time that we were out observing the house, at about 7:45, it was gradually going down, so the house collapsed at that time. They told me the torrential rainfall on Saturday provoked the building to collapse. We are at the Bepanda Safari, Senkankat Escalier neighborhood in Douala, described as a prone flood area. Only the serious rain that actually fell for consecutive 2 days could be a cost to that event, because as water is coming down here with some force, or the running water maybe is what actually caused the ground to lose and then everything went down. The building, according to them, was constructed over 20 years ago and had never showed signs of any collapse. We never had any sign. We have lost everything. As people can see, they lost everything. And we are now homeless. No human life was lost, but material damage have been estimated to be enormous. Being the only occupants of the family residence for close to 10 years now, the victims say they are now homeless and stranded. They will have to start life afresh. And the results of the 2023 session of the General Certificate of Examination GCE have been released by the Cameroon GCE Board. The results were made public Monday evening, July 24, 2023. More on that in our subsequent news. And on 3 days, 3 buildings have collapsed all over Cameroon. Effectivement, Sherifa Saleh, depuis samedi dernier, on compte des effondrements d'immeubles au Cameroun. Vous avez parlé de celui de Dorbon qui a ôté la vie à 40 personnes 24 heures après. C'est un immeuble qui s'affaisse du côté de Bepanda, toujours dans la ville de Douala. Et ce matin, 3e jour consécutif, c'est un R+4 de même taille que celui de Dorbon qui s'écrase littéralement dans la ville de Ngaoundéré. Il faut signaler que ça s'est produit à 6 heures de ce matin et donc les fouilles ont d'ores et déjà commencé pour extraire les victimes. C'est un immeuble où habitaient justement plusieurs personnes. Dans nos prochaines éditions, nous vous donnerons plus d'amples informations. Alors, nous revenons sur cet immeuble de Douala qui fait encore parler de lui. On enregistre au fur et à mesure un décompte un peu plus dramatique. Hier, on était à 33 personnes et ce matin, on parle d'un peu plus de 40 personnes, c'est-à-dire que les personnes blessées prises en soins intensifs à l'hôpital, certains y ont laissé la vie. Et d'après les témoignages, cet immeuble qui s'est effondré affichait de nombreux signes de fragilité et les alertes des locataires n'ont pas suffi pour éviter le pire. Donc le ministre de l'Habitat et du Développement urbain sur le site du drame hier matin annonce des déguerpissements et destruction des habitations dans les zones non constructibles dans la ville de Douala. Célestine Ketia-Courtet s'exprime au micro de Canal 2 International dans un extrait sélectionné par Elisabeth Ngoum. Monsieur le gouverneur, sous votre encadrement, vous avez déjà commencé. Il faut sécuriser toute cette zone, c'est-à-dire identifier tous les immeubles. Et une zone non constructive, il faut faire l'état de tous les immeubles qui sont dans cette zone-là, afin de décider très rapidement ce qu'il faut faire pour préserver cette zone qui devrait être le poumon vert de Douala 5e. Identifier les constructions affectées et menaçant rue, pas seulement pour cette zone-là, il faudrait, et vous l'avez dit dans vos propos, procéder au déguerpissement des personnes habitant de tels immeubles pour anticiper. Intensifier donc la sensibilisation des populations, monsieur le maire d'arrondissement, monsieur le maire de ville, sur les règles d'urbanisme et la nécessité d'obtention de permis de bâtir. Et bien sûr, l'appropriation des normes de construction. Et pour cela, je demande au maire de raccourcir les délais d'obtention des permis de bâtir. Intéressons-nous à cet autre éboulement au quartier Bepanda et donc les habitants du quartier Bepanda, le lieu dit Escalier 54,
ont été témoins eux aussi de l'effondrement d'une maison à la suite des pluies de samedi matin. Les habitants de la résidence ont pu se réfugier ailleurs avant que l'incident ne se produise. Les dégâts ne sont que matériels. Écoutons Stéphane Oum, l'un des résidents de cette maison, qui revient sur les faits au micro du Canal 2 international, un extrait sélectionné par Nazira Haroun et Henri Tchinda. Ma grand-sœur, comme elle est commerçante, elle quitte à 5 pour partir au marché pour vendre ses produits. Bon, elle s'est réveillée vers 5 là pour partir. Là-bas qu'elle a ressenti, quand il a plu 3 jours non-stop, elle a ressenti un petit bougement. Elle nous a réveillé que quand vous dormez trop souvent là, voilà la pluie dehors. Il y avait une inondation là-bas. Toutes les maisons étaient là, couvertes en bas là. Quand ça a commencé à bouger un peu, là quand nous sommes quittés, moi, ma grand-sœur et mon frère, nous sommes placés maintenant à côté. Ça n'a pas fait quelques heures de temps. Toute la maison s'est tombée. Et heureusement qu'il n'y avait personne en bas, parce que quand l'inondation est sortie, les gens qui étaient en bas étaient à tout quitter chez eux. La construction d'un bâtiment requiert des principes connus, mais qui sont peu respectés. L'élément qui va suivre est un reportage de pédagogie. Notre reporter Titi Freeman a rencontré un spécialiste, un ingénieur en bâtiment qui explique les étapes, ce qu'il faut faire pour éviter ce type de drame. Reportage. Le respect de la norme de construction est une priorité selon les ingénieurs. Elle passe par l'observation d'un certain nombre de procédés bien définis. Lorsque vous émettez le besoin de construire au préalable, faites-vous d'abord entourer d'un architecte. Vous faites appel à un ingénieur géotechnicien ou à une équipe de géotechnique pour étudier votre sol. Ils vont étudier votre sol, vous donner la contrainte admissible de votre sol. C'est cette contrainte admissible qu'on vous remet et vous faites appel une seconde fois, une première fois à un ingénieur de génie civil. C'est l'ingénieur qui fait la structure de votre bâtiment. Vous faites joindre pour obtenir votre permis de bâtir à votre dossier un plan d'urbanisme. Parce que bien, il faut se doter des documents de planification des villes. Après l'étape des documents, place à la réalisation. Elle aussi, selon un ordre, une précision rigoureuse et un contrôle permanent. Pour la réalisation de votre projet, vous confiez votre projet à un entrepreneur ou une entreprise capable de réaliser votre projet sur le cahier des charges qui vous a été transmis. Ça veut dire que les plans d'architecture doivent être respectés sous le contrôle de ceux qui ont conçu le projet. Le dossier technique qui comprend la structure et le débit de votre projet doit être respecté. Et ceux qui ont conçu votre projet doivent intervenir de temps en temps sur le contrôle et l'exécution exacte de ce qui a été conçu au préalable. Des principes connus que la mauvaise foi des ingénieurs et l'ignorance des maîtres d'ouvrage foulent aux pieds au quotidien. Après la panique causée par cette succession d'effondrements d'immeubles au Cameroun, c'est un présumé revenant qui fait perdre le sang-froid des citoyens de la ville de Yaoundé. Sherifa Saleh. Especially, one can now see the reappearance of Lucas Ndomo Esomba after burial has left strange and confusing atmosphere in Yaoundé. Understanding the unusual phenomenon took us to a crypto communicationist, sociologist, anthropologist, and judicial expert. Sources with divergent understanding, as to tell us in the following report, Beatrice Ngam. Here we are at the Saint Chapelle at the Nguso neighborhood in Yaoundé Saturday night. Inside this family home are many who came to see and confirm for themselves that it is the supposed Reverend 68-year-old Lucas Ndomo Esomba. He died last April 16 at the Yaoundé Jamo Hospital. Here is the death declaration signed by the 18th District Police Station in Yaoundé. Then the death certificate signed last July the 7th by the Yaoundé 5 Council. The banner announcing his death still in place here at Nguso. The picture roll also there. His mortal remains
was taken out of the Yaoundé General Hospital mortuary last May 26 and buried the very next day after a highly animated week. We danced around the corpse. The coffin remained open. It was not closed. It was really him, I swear to God in heaven. He was buried here. The heap of earth of the grave still visible. Unfortunately, there were no pictures nor video from the family members we met on the wake keep and burial. We're made to understand that the children in Douala are having them. It is while the family is preparing for his funeral, after many change of dates, that Lucas Ndomo Isomba resurfaces from nowhere, Saturday, July 22nd, almost 2 months after his burial. He arrived at the family home alone at 5 p.m. I was bathing and heading up. The wife of Ndomo. I asked what is it. I was told Ndomo outside. Which Ndomo? Ndomo I buried already. According to family source, the presumed dead man alive is mentally unstable. Was even a member of the Village of Love at the Yaoundé Jamo Hospital before his death. Seeking to know where he's coming from, we confirm what the family said. Vous venez de voir tout à l'heure là comment j'ai posé la question. Et que ma question n'est pas répondue, et que c'est la question simple. In such a situation, all eyes are towards exhuming of the corpse to clarify many unanswered questions as to the supposed apparition of 68-year-old Lucas Ndomo Isomba. And the vice chairman of the Social Democratic Front reassuring mourners of peaceful and a hate-free burial of party chairman Ni John Frundi next weekend in his native Babatu village, Mazam division in the northwest region of Cameroon. Joshua Osei was speaking during a press conference on the level of preparations in Yaoundé. Hyson Chia was there and brought back this report. Before the national and international media, this July 24th, the first Vice President of the Social Democratic Front, Joshua Osei, reiterates that all is set for the befitting funeral of party chairman Ni John Frundi. The family of late Ni John Frundi, as well as his political family, the Social Democratic Front, are leaving no stone unturned to make sure that every logistical aspect of this very important funeral for all of us, for this nation, is looked at. I do recognize that you don't bury a national chairman every year or every decade. And as a matter of fact, this is the first time we are burying a national chairman in Cameroon. With regards to the security challenges plaguing the region, Joshua Osei urged all to adopt precautionary measures. We are very concerned about that, and we are giving the necessary information to all our militants coming from far that they must make sure that since a lot or a big part of the activities happen at night, they must make sure that they take all necessary precautionary measures not to find themselves in any such situation. So we're doing our part of the job. I guess the state of Cameroon has a responsibility to secure its citizens. And I am one of those who pays my taxes, and I believe that as such they should use that tax to the right goal and to secure each and every Cameroonian citizen wherever he finds himself. The final journey of the emblematic political leader begins on Thursday, July 27, with the removal of the mortal remains from the Yaoundé General Hospital mortuary at 4 p.m., the communicable service at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex at 6 p.m., while the departure for Baminda from his Kolfolo residence is scheduled at 4 a.m. on Friday. The trip will be punctuated by stops in Bafoussam, Boda, as well as a welcome communion at Matazem, before driving down to the Baminda grandstand for a final ground rally for the SDF party pillar. There shall equally be an all-night vigil at his Tarikun residence before he shall be led to rest at his native Babatu village on Saturday, July 29. And if you are just coming in, you are live on the 1 p.m. Balinga Newscast. Monique, you have the next part of the news. La fraude hydraulique à Yaoundé s'intensifie. Un autre cas de raccordement en direct vient d'être détecté et l'opération a failli virer en échauffourée entre le client fraudeur et le releveur de la Camouata. Daniel Anissé-Boudé, Pierre Raoul Moufou.
Dans ce domicile du quartier Santa Barbara à Yaoundé, on boit de l'eau potable sans payer depuis 3 ans apparemment. Les agents de la CamWater viennent de s'en rendre compte au cours d'une descente sur le terrain ce 24 juillet 2023. Le monsieur a fait comprendre au releveur qu'il a un forage. Alors ce matin, lors de la relève distribution, il est entré. Par la suite, il a dit qu'il vient regarder s'il y a un compteur. Le monsieur a dit qu'il y a un forage. Il a dit non, je veux voir de moi-même. Il a fait le tour de la maison, il est venu trouver le compteur à cet endroit. Au constat de la fraude, les releveurs se seraient heurtés à la résistance du chef de famille. On a sollicité des documents relatifs à ce branchement. Ils nous ont dit ok, ils ne peuvent pas encore nous les présenter. On a dit ok, on va agir de façon conservatoire, on va prendre le compteur, on l'amène chez nous. Et là, qu'ils reviennent vers nous avec les documents relatifs. Après, ils ont commencé à agir de façon très maladroite. Des injures, des menaces, des bastonnades de mort et tout. C'est alors que les équipes de la brigade de lutte contre la fraude de la direction régionale de la CamWater viennent en renfort. Accompagnés d'un élément des forces de maintien de l'ordre, ils procèdent à la destruction de la fraude avant d'emporter avec eux le compteur. La procédure de réparation du préjudice causé est dès lors enclenchée. Une facture fraude sera adressée à ce client. Nous précisons ici que nous ne sommes pas des bourreaux, nous ne sommes pas les bourreaux de nos clients, nous sommes des partenaires. Lorsqu'il y a une situation quelconque, il est mieux de se rapprocher de l'agence, négocier un moratoire, discuter, on trouve un terrain d'entente et puis le tour est joué. Le phénomène de fraude hydraulique fait rage à Yaoundé. Cet énième cas n'est qu'un parmi des centaines déjà démantelés depuis le début de l'année. Le préjudice financier causé par ces vols se chiffre en milliards de francs CFA, d'après la société en charge de l'eau potable au Cameroun. Pas un pas ici à Douala sont tombés nez à nez avec des ordures de grande taille. On les retrouve dans les marchés, dans les écoles et même tout autour des hôpitaux. Les populations restent désespérées face aux odeurs pestilentielles qui perturbent leur quotidien. Et donc les communes, acteurs principaux de l'hygiène, exhortent les populations à s'impliquer dans ce combat. On voit cela dans ce reportage de notre stagiaire Antonia Guimati. Dans cette rue de Pékin 8, des restes d'aliments et de matériaux utilisés s'accentuent au fil des jours. Du côté de Deido, près de ce supermarché, le scénario est le même. Les ordures s'installent peu à peu, puis inondent le passage. Cette situation incommode le mode de vie de la population et nuit le business des commerçants. Je vous assure que c'est vraiment déplorable. Tout l'environnement est pollué. À peine vous m'avez vu la venir, c'est trop salissant. Face à cette situation, des actions sont menées par les mairies afin de lutter contre l'insalubrité. Vous allez donc constater qu'il y a des bacs à ordures appropriés, construits, déposés un peu de partout. Nous avons pratiquement 30 tricycles avec du personnel approprié pour aller de temps en temps vider ces poubelles-là. Malgré les efforts menés par la commune, l'incivisme reste le principal obstacle d'une hygiène totale. Nous avons pratiquement passé le temps à sensibiliser nos populations tout en leur expliquant qu'il y a des endroits appropriés pour aller déposer des ordures. Il y a même une journée citoyenne qui a été bâtie. Des projets de censure sont en cours pour tout citoyen qui ne respecte pas les règles sanitaires. Malgré les équipes de nettoyage, Douala reste inondée d'ordures. Et Douala reste l'un des principaux foyers du choléra. Alors, on parle économie à présent avec le déséquilibre des prix qui sont pratiqués dans la sous-région et qui préoccupe les États de la communauté des États, qui préoccupe justement la communauté des États de l'Afrique centrale. Les membres du département des politiques économiques, monétaires et financières sont à Douala depuis hier. Objectif, trouver des moyens pour stabiliser les prix. Précision avec Alain Justin Kanga et Henri Tinda. Fin 2022, l'inflation dans la zone CEMAC est de 5,6%, au-dessus de la norme communautaire de 3% et d'une croissance de 3% également. Des statistiques peu reluisantes au regard des 3,6% observés dans la même période dans la région subsaharienne. On convoque ici une harmonisation. Dans cette période troublée, les États devraient redoubler d'efforts
dans l'ajustement des politiques publiques dans une union économique monétaire comme la CEMAC. Les politiques économiques doivent impérativement être harmonisées, coordonnées et certains indicateurs particulièrement suivis. Cette réunion est donc l'occasion d'échanger sur la capacité des systèmes statistiques de la CEMAC à remonter l'information réelle et fiable suivant une méthodologie harmonisée sur les prix. En effet, elle a permis de procéder au renforcement des capacités de nos experts en statistiques des prix, notamment dans l'utilisation des outils de production des notes sur l'information et de produire ensemble la première note sur l'inflation régionale de la CEMAC. Dans le lot des attentes de cette rencontre, on note entre autres le recensement des mesures prises par les États pour contenir les effets de l'inflation sur les populations et mettre à niveau les instituts nationaux de statistiques sur le développement récent de l'application Phoenix. Nous restons en économie, cette fois-ci avec les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et cadres des microfinances qui sont à l'école des techniques d'évaluation. Ça se passe à Douala, Sherifa Saleh. Effectively, Monique now says stakeholders in the microfinance sector have been educated on the importance of practicing good governance for sustainability purpose. These practices contained in the recent COBAC regulations are still not being understood by management of some microfinance institutions. As a result, are not being implemented. Reason why some of these managers and directors are upgrading skills in Douala. Some microfinance institutions have in the past gone bankrupt due to lack of good governance practices and competence. The 2017 COBAC regulations on the exercise and control of activities of these financial institutions, which are expected to address the challenges, are still not being implemented by some microfinance institutions due to lack of understanding of the regulations. The governance in microfinance institution is the work that must be done and that must be controlled by the board of directors. To facilitate understanding, directors and managers of microfinance institutions are meeting in Douala, July 19, 2023, to equip themselves with knowledge on control mechanisms of corporate bodies and their members. The evaluation is a moment that different actors, different stakeholders in micro institution try to exchange between themselves to evaluate their strength, their weakness. To avoid conflicts of interest between board members, specialized committees and management, their roles are being specified. It's important that we all understand that it's for the interest of the union, trying to make sure that everything stands or work towards improving the performance of the institution. What I learned today is that we should evaluate our board of directors every year. We should evaluate our director, our top management every year. For better performance in microfinance institutions, the managers and members of the board of directors have been urged to treat employees fairly, just like they consider their customers as king, in order to boost their morals so that they can in turn improve their outputs. You are live on the 1 p.m. bilingual newscast, and that report by Amogladis Dibang takes us to the end of this 1 p.m. bilingual news on Canal 2 International. It was a co-presentation of Sherifa Saleh and Monique Nausé. Monique, bonsoir. Bonsoir, Sherifa Saleh, ou bon après-midi. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Vous nous regardez en direct de Gao, au Mali et partout ailleurs. Votre fidélité nous honore. Nos programmes se poursuivent demain. 13h, nous serons à nouveau des vôtres avec le même bonheur. Portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent.